Venons-en à toi. Alors à moi, Où qu'est-ce que tu veux savoir? as-tu grandi? Est-ce que je capte dans ton comportement et tes attitudes que, je sais pas, j'ai l'impression que tu viens d'ici, tu viens de là. Je sais pas d'où tu viens, j'entends des phases un peu ghetto, mais des phases aussi moins ghetto. Je me dis, mais... Moi, je suis de Paris 20e. Ok. Voilà, je suis née à Paris 20e, pas loin de la rue Bisson, où on a habité avec les chiottes sur le palier dans les années 70. Voilà. J'ai 45 ans. 45 ans est magnifique. Donc, merci, c'est gentil. Et je sais pas, voilà, je suis née à Paris 20e, j'ai vécu ici à Saint-Denis jusqu'à mes 19 ans. Je suis partie vivre un peu à Paris, puis après je suis revenue parce que j'habite près de chez ma mère. Et voilà, je travaille dans la fonction publique, voilà, je nique le game. T'inquiète, je suis aussi dans la fonction publique. Voilà, c'est fini. Voilà, je suis dans la fonction publique depuis 26 ans. D'accord. Voilà, donc, et à part ça, voilà, hein, donc l'art, c'est un loisir en fait, c'est pas mon travail, c'est pas mon premier c'est pas mon emploi principal, parce que je refuse de me lever le matin avec le devoir de créer. Je veux me lever le matin avec l'envie de créer, avec le déclic que tiens, aujourd'hui je peux le faire ça. J'ai pas envie d'être payée pour créer. Il y avait une citation que j'avais lue dans le métro: l'obligation de créer aliène, non, l'obligation de produire aliène la passion de créer. Et je suis complètement d'accord avec ça. Parce que le problème, c'est que lorsque tu es artiste et que, bon, bah alors voilà telle commande, il faudrait que tu me fasses 5 tableaux qui tournent autour de l'art floral. Est-ce que tu peux me rendre ça d'ici 15 jours? C'est pas possible. Le matin, tu te lèves, tu prends ton café. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Tiens, je vais commencer peut-être à 14h. À 14h, tu es toujours là, tu n'as rien fait. Et puis à 21h, tu te lèves, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu déballes tout ton matos. Et à 3h du matin, tu es encore là, quoi. Le lendemain, tu vas bosser, tu as les yeux comme ça. Mais tu as fait ce que tu voulais quand tu voulais. Tu vois, être payé pour ça, devoir produire des choses, obéir à des directives. Alors que l'art, justement, c'est le dernier endroit où tu es libre de t'exprimer comme tu veux, en principe. Tu vois. Donc, commencer à me dire comment je dois travailler là-dedans, c'est pas possible. Donc, je le laisse en loisir. Ça reste un loisir. Et mon travail, en fin de compte, me permet de payer de quoi faire mon loisir. C'est comme ça que je vois la vie, en fait. Je vois mon travail comme presque strictement alimentaire. Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille, je fais mon taf comme je dois le faire. Mais mon vrai travail, c'est ma passion. Et c'est quand je rentre chez moi. Ma vraie liberté, elle est là, quoi. Et mon salaire, c'est pour faire justement tout ce que tu vois là. Voilà. Et tu penses, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, on parlait du fait que quelque part, enfin, c'est pas ce que j'ai dit en off, mais c'est ce que je pense, c'est que c'est un luxe d'avoir quelque chose qui nous anime aujourd'hui. Oui. Dans cette société, dans ce monde où beaucoup s'ennuient, beaucoup meurent d'ennui carrément, parce que l'ennui engendre la dépression, engendre la déprime, engendre des maladies, les cancers, ulcères et j'en passe, tu vois. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un luxe aujourd'hui d'être habité par quelque chose, d'aimer quelque chose? Non, c'est pas un luxe parce qu'on a tous un talent et il suffit de s'écouter soi-même et de s'aimer soi-même. Parce que les gens qui s'ennuient, ce sont ceux qui prennent plus le temps de savoir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, qui se sont laissés submerger par ce que tu expliques, métro, boulot, dodo, faut payer les factures, faut nourrir les enfants, faut payer le cours de judo, ce genre de choses. Et ils prennent plus le temps de savoir ce dont ils ont rêvé quand ils étaient petits. Et je pense que toi, ta passion, je pense que voilà, ça tourne autour de l'art aussi. C'est voilà, t'as pu vivre de ça. Enfin, je sais pas si tu peux. Non, c'est pas que t'as pu vivre de ça, mais t'as pu y consacrer du temps. Parce que t'as pris le temps de te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Bien sûr, il faut manger, mais c'est pas parce qu'il faut manger qu'il faut ne passer son temps qu'à trouver de quoi manger. Une fois que t'as mangé, organise ton temps pour faire ce que t'aimes faire. On a tous un talent, j'en suis persuadée. Comme je t'expliquais tout à l'heure, ce que je fais, je le partage parce que je peux susciter même pas susciter, réveiller des choses chez certaines personnes, tu vois. Parce qu'on a tous quelque chose qui dort en nous. Tu as le déclic ou tu l'as pas, mais tôt ou tard, il faut que tu l'aies. Donc, c'est pas un luxe, parce que c'est pas un luxe que de s'écouter soi-même. Il faut juste prendre le temps.
Après, il y en a, ils vont se découvrir une passion pour la mécanique, une passion pour le tricot, une passion pour la maçonnerie. Parce que pour moi, la maçonnerie aussi, pour moi, c'est un putain d'art. Si j'avais été un mec, non, je retire ce que je viens de dire. Mais c'est une façon de parler. J'aurais bossé dans les BTP. Parce que pour moi, c'est la base. Le BTP, c'est lui qui bâtit ce dans quoi tu vis. C'est grâce à celui qui a les ongles pleins de plâtre et de colle, qui a des mains dégueulasses, que tu as ça au-dessus de ton toit, au-dessus de ta tête. Donc ces gens-là, pour moi, c'est eux qui devraient être payés comme des ministres. Parce que c'est eux qui bâtissent le monde, tu vois. Et c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Faut juste s'écouter soi-même, retomber amoureux de soi-même. Et à partir du moment où tu retombes amoureux de toi-même, tu te rappelles ce dont t'as rêvé quand t'étais gosse. Et un jour, tu te donnes les moyens. T'es pas obligé de larguer ton taf, parce que moi, je quitterai pas mon travail pour faire de l'art. Ça paiera pas mes factures. Et je ne veux pas que ça paye mes factures, tu vois. Je veux que ça reste un kiff. Je veux que quand je bosse, quand je sors mon bois, quand je sors ma scie sauteuse, je kiffe, je mets du son, je suis bien. C'est pas une obligation, je suis pas obligée de le faire. Mais je le fais parce que il faut que je le fasse, parce que c'est mes tripes, c'est moi, c'est comme ça que je suis, tu vois. Donc non, c'est pas un luxe pour répondre à ta question. Comment tu te perçois en tant que femme noire dans cette société, dans ce monde aujourd'hui là? Parce que j'ai vu qu'à travers à travers ta petite bibliothèque, tu as quand même un espèce de concept panafricain, tout ça, tu vois. Donc du coup, je pense que tu as des positionnements, tu as des positions sur pas mal de choses, tu vois. Mais toi, comment tu te perçois dans ce monde qui évolue? Une femme qui a trouvé un exutoire à la violence qu'elle contient, c'est-à-dire les mots plutôt que les points. J'écris beaucoup, et donc je suis très virulente quand j'écris, parce que mon stylo c'est mon arme, mon pinceau c'est mon arme, ma scie sauteuse c'est mon arme, mais là ça prend une autre dimension quand je parle, ça devient un petit peu du Dexter. Très bonne série, on n'a pas parlé des séries, mais je suis très friand de séries, et Dexter est dans mon top 5. Il paraît que la fin est dégueulasse, pourrie. Dégueulasse total, mais je ne te spoile pas, mais dégueulasse. Je me suis arrêtée à quand la nana avec qui il avait eu un enfant a été tuée par le gars là, John Lithgow. Je m'étais arrêtée là et j'ai pas repris. Regarde pas la fin, tu vas être déçu. C'est vrai? Ah merde. C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Mais Dexter, c'était un très... c'est magnifique, c'est psychologique. C'était très bien. J'ai retenu des phrases à chaque fois, chaque épisode, je retenais des phrases, je disais, mais c'est pas possible. C'était terrible, c'était rien que le générique, la manière dont il bouffait, t'as l'impression qu'il découpait quelqu'un, les gros plans, Non, c'était une très bonne série, c'était un bon début, c'est dommage. Affolant. Mais peut-être qu'un jour j'irai. Oui, va, regarder, ça te coûte rien. Je penserai très fort à toi. Oui. Mais t'es pas le premier à dire que... à la trappe, quoi, c'était pas possible. Décevant. Tu m'as dit quoi en fait, juste avant? Je disais femme noire. Comment je me définis, voilà. Je me définis comme quelqu'un d'en colère qui a réussi à se servir de l'art pour canaliser cette colère. C'est-à-dire que quand je suis en colère, ça s'exprime dans mon art. Parce que autant j'ai du respect pour ceux qui ont encore le courage de descendre dans la rue, brandir le poing en disant qu'ils veulent le respect, autant je n'ai plus le temps pour ça. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à un moment, Black Lives Matter, j'étais dans la rue, pour la situation des Antillais, la vie chère, tout ça, j'ai été dans la rue. Mais pourquoi je ne vais plus dans la rue? Parce que l'autre en face, il se dit, bon on va les occuper comme ça, on va dire un mot qui va les vexer, ils vont descendre dans la rue, et en attendant, pendant qu'ils vont s'évertuer à s'énerver dans la rue, on va prendre leur richesse, puisqu'ils seront plus occupés à s'énerver de ce qu'on dit d'eux. À chaque fois que Zemmour dit un truc, mon mur est rempli de « Ah là là, quel salaud !» Mais tu t'offusques pas de voir un porc se vautrer dans la fange, c'est son taf. Alors pourquoi t'énerver à chaque fois? Venez, on descend dans la rue, on exige le respect. Mais putain, c'est sa pensée primaire, c'est comme ça qu'il est. Vous n'allez pas changer le gars. Pourquoi vous énervez à chaque fois qu'il sort quelque chose? Parce que pendant que vous vous énervez, il y a l'Indien qui va prendre ton commerce. Il y a l'Asiatique qui va aller sur le continent, il va prendre ton commerce. Pendant que toi, tu es en train de t'énerver sur ce que tout le monde pense que toi, en tant qu'homme noir. Ça n'a rien à voir avec les violences policières, qu'on soit d'accord. C'est pas du tout de ça que je parle. Je te parle du fait de s'énerver à chaque fois qu'un facho va dire quelque chose à propos de l'homme noir, la femme noire que tu es. Bien sûr, c'est énervant. Personne n'est en train de dire
Oh, que t'en as à foutre. Mais oui, c'est énervant. T'as envie de lui rentrer ton poing dans les dents. T'as envie de le rentrer au fond de la gorge et faire en sorte que ça ressorte plus. Mais une fois que t'as fait ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Ça t'a juste permis d'exprimer une colère. Et une fois que la colère elle est redescendue, t'es fatigué parce que t'as perdu de l'énergie à crier. Hein, ton cœur il s'est accéléré. T'as eu des palpitations. Faut que tu boives un verre d'eau. Mais à la fin, il reste quoi? Il reste quelqu'un qui s'est énervé sur quelqu'un qui en face changera pas son état d'esprit. Il a juste vu que, tiens, t'as envie de l'énerver, traite-le de sale nègre. Parle de son histoire, dis telle chose, confonds les dates avec telle date historique et telle autre date historique. Il va s'énerver, il va dire qu'on ne te respecte pas. Mais au final, c'est quoi le truc? Tu vas insulter un Asiatique, tu crois qu'il va descendre dans la rue? Rien du tout. Bah les couilles. Il va continuer son petit commerce parce que pendant que tu es en train d'insulter l'Asiatique, c'est à lui que tu donnes ton argent. Enfin, il est où le mépris en fait? On va dire qu'il y a des communautés qui ont créé des entités économiques et du coup, ils ne se sentent pas obligés de s'offusquer à chaque fois que tu dis quelque chose sur eux. Parce que au final, t'as beau me prendre pour un jaune, mais ton argent c'est dans ma poche qui va. Alors, qui est le plus con des deux? Toi ou moi? Ben, il faudrait que les Renois ce soit comme ça. Il faudrait qu'on en arrive là au bout d'un moment. Il faudrait pas qu'à chaque fois que t'as une nana qui dit « Oh, moi j'aime les mecs avec des locks trop musclés », que t'ailles répondre à l'appel. Parce qu'au final, qu'est-ce que t'as apporté de plus? Rien, t'as juste nourri un cliché. Mais au final, il te reste quoi? Il te reste le carnaval, il te reste le dancehall, il te reste le rap. Mais au bout, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Et moi, ça me fait chier. Et pourtant, je crache pas dans la soupe parce que j'étais la première à m'énerver à Boubacar dès qu'on disait un truc. J'étais la première à sortir mon poing dès que tu me traitais de sale négresse ou quoi que ce soit. J'ai démonté un mec dans un bus parce qu'il m'a dit « Bamboula ». Je suis descendue dans le bus, j'ai dit « Descends, je vais te niquer ta race ». C'était un grand mec de 50 piges, le mec. Je me suis déboîté l'épaule, je suis allée travailler. J'ai raconté ça à mes collègues, elles ont pleuré de rire. Parce que j'étais encore plus sanguine que maintenant. Là, tu vois, ça calme, tu vois. Mais à cette époque, tu me disais pas n'importe quoi. Et au final, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, le mec, il a eu la mâchoire déboîtée, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire maintenant. Parce que ce sont que des mots. Si maintenant tu lèves la main sur moi, si maintenant voilà tu vas faire quelque chose au Renoir qui est à côté de moi et que j'ai les moyens, la possibilité de défendre ce Renoir, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais si tu as juste ta petite bouche toute pourrie pour me traiter de sale négresse, pour me traiter de nana, c'est que ta bouche, mec. Tu vois? Je vais m'énerver toute seule dans mon coin. Je vais aller sur Facebook, je vais taper un billet de 3500 mots, ça va me faire du bien. Ça m'aura évité de te péter ta gueule et d'avoir des problèmes. C'est ça. Tu vois? Et c'est pour ça que mon art, en fin de compte, c'est mon exutoire. C'est parce que j'ai mis du temps à prendre conscience de ma richesse, de ma richesse ancestrale, du fait que je vienne du continent. J'ai mis du temps. Avant, j'étais pas comme ça. J'étais en mode We are the world. Tourne-nous la main et faisons une ronde autour du globe. Mais au bout d'un moment, voilà, t'apprends que autour n'emporte le vent, c'est une fumisterie. Tu apprends que les 10 commandements, c'est une fumisterie. Et que t'as été bercé par des trucs dégueulasses. Mais t'étais tellement dans une espèce d'ambiance universaliste que t'as été trompé. Et à partir du moment où tu ouvres tes yeux, que tu t'aperçois que Spike Lee n'est pas qu'un gros con raciste, parce que j'étais comme ça, j'aimais pas Spike Lee quand j'étais ado. Et un jour, je me suis dit non, Françoise, mets tes trucs de côté. J'ai commencé à voir que j'ai été bercée dans un joli petit couffin de mensonges. J'ai bien baigné dedans, tu vois. Et à partir du moment où j'ai ouvert mes yeux, ouais, je suis devenue en colère. Et Malcolm X est devenu, voilà, d'où la grandeur de la toile, tu vois. Malcolm X est devenu mon mentor avec les Black Panthers, et c'est à partir de là j'ai commencé à ouvrir mes yeux, changer mon état d'esprit et devenir une femme vraiment en colère. C'est pour ça que la maison, c'est comment dire, c'est l'expression de toute ma colère mêlée à la fierté que j'ai d'être celle que je suis et de descendre de qui je descends, tu vois. Donc c'est comme ça que je me vois, une femme en colère qui a réussi à canaliser sa colère à travers son art. Pour finir, madame, tu t'exprimes magnifiquement bien et... T'as vu? Excuse-moi. Comme je te disais, j'ai grandi à Grigny. Ouais. À la Grande Borne. Ouais. Il y a Valls qui parlait à un moment donné d'apartheid territorial et les gens s'offusquaient, notamment des policiers, des gens découvraient que
les quartiers étaient remplis de gens de la même origine. Les gens ne le savaient pas, enfin les gens le savaient ou ne le savaient pas, mais quoi qu'il en soit. Il y avait dit trop de blackos. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, pendant des années, pensaient que nous faisions exprès d'habiter tous ensemble, alors que concrètement, dans des petits reportages que nous avons faits, nous, on a parlé du fait que c'est la faute des offices HLM et de l'État, quoi. Et Grigny en est une des preuves concrètes. Tu vois des quartiers où carrément, il y a des quartiers comme La Balance, où il y a majoritairement des Sénégalais maliens, quartier où j'ai grandi à l'Ellipse, majoritairement des Antillais. Voilà, d'où le fait que j'ai pas mal d'amis antillais, je comprends un peu le créole. Des quartiers où il n'y a que des Laotiens, des quartiers où il n'y a que des Tunisiens. Et du coup, tu vois, nous, on a grandi tous ensemble, tout ça, dans cette ambiance un peu très, très mélangée, tu vois. Et du coup, on a grandi aussi avec des femmes. Et ces femmes-là, nous, il n'y a pas si longtemps, avec mes amis, qu'avant la trentaine et la quarantaine, on s'est assis, on a dit, mais en vérité, les femmes sont plus fortes que nos frères, au-delà du physique. Parce qu'on sait que la vie, c'est que du soutien psychologique en réalité, tu vois. C'est que du mental, cette vie. T'as beau être super costaud, ce que tu veux. On a vu plein de nos gars couler parce que soit leur femme les a quittés, soit parce qu'ils ont affronté des douleurs qui étaient trop fortes pour eux. Ils ont affronté des pertes de leurs parents, des pertes de gens ou d'autres choses même, tu vois. Et on se rend compte que dans les bars, souvent, c'est pas des femmes qu'on voit en masse. C'est des hommes regroupés en train de boire ou les mecs qu'on voit déglinguer un peu dehors, couchés par terre. Souvent, nous, les gens qu'on connaît qui sont dans cet état-là, c'est souvent des hommes qui ont perdu leur femme. Et la question que je voudrais te poser, je la réitère, c'est est-ce que les femmes ne sont pas plus fortes que les hommes dans ce monde? Au vu de tout ce qu'elles traversent, au vu de ce manque de considération même qu'il y a vis-à-vis des femmes, tu vois. Et j'en parlais avec une femme qui me disait que peut-être que c'est dû au fait que les hommes, ont peut-être subi moins de douleurs que les femmes. Et du coup, lorsqu'ils subissent des douleurs arrivés à un certain âge, il peut leur arriver de péter un câble plus vite que les femmes qui ont cumulé tellement de douleurs que, dû à leurs conditions, dû à comment on les considère. Et l'homme est un taiseux. Donc forcément, ce qu'il ressent, il le garde pour lui. J'ai l'impression que vous extériorisez plus que nous. On extériorise plus, donc, mais je pense, je ne veux pas dire que les souffrances engendrées par les femmes sont égales à celles que l'homme a subies, mais la femme est beaucoup plus disposée à exprimer ce qu'elle ressent, que ce soit de la colère, que ce soit de la douleur, que ce soit le bonheur, oui, ça s'exprime beaucoup plus facilement, mais à partir du moment où ce sont des sentiments qui font mal, elle peut l'exprimer beaucoup plus facilement qu'un homme qu'on a conditionné à garder justement ce côté dit faible pour lui, parce que l'homme a été un petit peu... l'homme fait un petit peu passer pour celui qui doit forcément tenir une maison. C'est toi qui dois nourrir tes gosses, c'est toi qui dois mettre un toit sur la tête de ta femme et tes gosses. Ça, c'est le genre de discours que je supporte pas, parce que moi je suis une femme indépendante et je me dis à partir du moment où tu as la possibilité de mettre un toit sur ta tête, tu peux le faire toute seule, t'as pas besoin qu'un homme le fasse, tu peux le faire toi toute seule. Et le mec, il n'est pas forcé de comment dire, apporter l'argent dans la famille. Ça peut aussi être la femme qui peut le faire, ça peut être les deux. Je pense que tout est une question d'unité en fait. J'aime pas cette histoire de l'homme est supérieur à la femme est plus forte que non. Moi je suis d'accord pour que les deux soient égaux, tu vois, que l'homme n'ait pas peur d'exprimer quelque chose qui lui fait mal, parce qu'en face il sait qu'il aura quelqu'un qui saura l'écouter, qui saura le conseiller, sachant que aussi cette femme-là saura que le mec qui est en face saura l'écouter et saura la conseiller. C'est 50-50 pour moi. Pour moi, c'est 50-50. Donc, je n'aime pas dire que la femme est plus forte que l'homme. Elle vit des choses, ça c'est clair. L'homme en vit aussi, mais chacun a sa façon de l'exprimer, et donc, en fonction de sa capacité à l'exprimer ou pas, fait penser que l'autre en face est plus fort, alors que les deux se valent. Mais peu de gens le savent, peu de gens veulent se mettre en tête que l'autre en face c'est pareil que toi. Mais la société dans laquelle on vit te laisse à penser que non, en fin de compte, c'est l'homme le plus fort. C'est pas l'homme le plus fort, c'est pas la femme la plus forte. Mais dans certaines conditions, elle doit se montrer peut-être plus forte parce que l'autre en face
ne se montrent peut-être pas à la hauteur du tandem qu'ils sont censés constituer. Et de la même façon que ça peut arriver aussi pour un homme d'avoir à côté de lui une femme qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il veut constituer avec elle et qui doit se montrer justement peut-être un petit peu plus haut. C'est une question de communication en fait. Et la communication, c'est tout ce qui manque dans ce monde et qui laisse penser que ceux justement qui ne s'expriment pas ferment leur gueule par rapport à l'autre qui parle un petit peu plus fort et donc fait passer pour l'homme, enfin par l'homme, celui ou celle qui est plus forte. Donc c'est une... Je ne vais pas dire que c'est une question de paraître, mais c'est juste une question de communication. Et à partir du moment où la personne qui est en face de toi, tu es arrivé à la cerner, et inversement, ben, je pense qu'on peut se mettre sur un pied d'égalité. Parce que tu vois, moi, ce que je constate dans les faits, ce dont tu parles, c'est ce qui devrait et ce qui se passe aussi dans des couples, hein, tu vois. Ouais. Moi, ce que je constate, en tout cas dans aussi pas mal de couples aussi, c'est que, ou même dans des familles, que dans des fratries ou dans des grandes familles, par exemple les familles africaines ou autres même, tu vois, je me rends compte que si les femmes ne sont pas là, fédérées, faire les médiatrices entre des frères qui peuvent être orgueilleux ou des pères qui sont orgueilleux avec leurs fils, ne serait-ce que par le biais de repas. On réunit tout le monde et à un moment donné, vas-y, mes 2 fils sont embrouillés, vas-y, je réunis tout le monde. Ou mon mari et mes fils se parlent pas, je réunis tout le monde et vas-y, je trouve des prétextes. Tu vois. Moi, je me rends compte même que nos papas, mon père, mes oncles, tout ça, sans leurs femmes, qui sont ma mère, mes tantes, tout ça, je me rends compte aujourd'hui que les mecs, ça serait pas les mêmes. Limite même, ils tiendraient même pas la route. Je t'ai dit que leur force, ce que je constate, ce sont vraiment leurs femmes. La femme est un pilier. Hein. C'est un pilier. Aux Antilles, on appelle ça la femme potomitan. Parce que après l'esclavage, en fin de compte, l'homme a... comment te dire, l'homme est souvent parti et c'est la femme qui reste à la maison, qui a dû se retrouver monoparentale, à élever plusieurs enfants toute seule, l'homme qui part un petit peu batifolé avec d'autres femmes dehors, qui va faire des enfants dehors et elle qui se retrouve justement à tenir une maison avec un homme qui justement n'est plus vraiment là, donc elle fait l'homme et la femme en même temps. Donc oui, ça encore, c'est encore une question de communication. Quand tu parles justement des pères, des oncles qui sont pas là, parce que justement, je pense qu'on les a plus conditionnés à taire ce qui les renferme de plus douloureux en eux, et justement jouer un petit peu les coqs pour cacher justement ce malaise, un petit peu comme dans Mon frère, on y revient un petit peu. Qui se cachent derrière des fanfaronnades, des grandes vannes, pour cacher justement le fait que ce sont des enfants qui souffrent et qu'ils en sont arrivés à ce degré de violence. Donc je pense que pour les papas, les darons, les oncles, les frères, tout ça, c'est un petit peu pareil. On a surtout appris à faire le mec, à pas exprimer les choses. Et la femme en face, elle n'a pas le temps justement de faire la nana qui veut cacher des choses, elle a une famille à tenir, et si le gars il est pas là, je vais être obligée de prendre ton rôle, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce genre de femmes, on finit par les craindre, parce qu'elles font et l'homme et la femme dans un foyer, sachant que l'homme, justement, il a tellement oublié qu'il pouvait aussi exprimer des choses qui peuvent ne pas être considérées comme de la faiblesse, et il a fini par fuir le foyer, et c'est la nana qui a fini par justement devenir l'homme et la femme en même temps. C'est un petit peu dommage, parce que ensemble, on est tellement plus fort. Exactement. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules parce que justement, le gars en face n'a peut-être pas été formé justement pour s'exprimer avec sa femme, dire des choses les plus simples, exprimer les sentiments les plus nobles. Non, c'est peut-être une faiblesse. Donc, au bout d'un moment, je suis tellement habituée à ce que tu sois plus dans le foyer que je vais faire sans toi. Et ça donne des femmes qui deviennent tellement indépendantes qu'elles font fuir le gars. Elles font fuir le gars parce que je rentre dans la maison, mais à quoi je sers en fait? Parce que ce que je pourrais faire dans la maison, elle le fait déjà. Waouh, j'ai été tellement absent que finalement, je sers plus à rien. Autant que je me casse. Donc soit il se casse, soit c'est la nana qui finit par lui dire « Bon mec, au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Prends tes valises et va faire ta vie, va jouer là-bas, tu sais. Parce que j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. » Et donc ça fait des femmes qu'on va appeler majorines en créole, ou des matrones en fait, et qui finissent par faire flipper les gars.
Parce que j'ai déjà parlé avec des mecs, hein, ils disent, vous, les femmes noires, vous avez une trop grande gueule. Bah ouais, mais pourquoi on en est arrivé là, mec? C'est parce que on en a tellement pris sur la gueule, sans me mettre dans l'eau, parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment vécu des choses, je peux pas me mettre à la hauteur de ces femmes-là. On a toutes chacune vécu des merdes, mais il y en a vraiment, c'est le level, il est expert, tu vois. Et ce genre de femmes-là, elles en ont eu tellement plein la gueule que, la prochaine paire de couilles qui arrive en face, elle va pas me faire chier, gars. Le mec, il arrive, il a la queue entre les jambes. Il va se dire, je sais pas, je vais peut-être pas pouvoir me la ramener trop, ou peut-être qu'à chaque fois que je vais peut-être essayer de faire un petit peu mon gars qui a un petit peu d'autorité, la meuf, elle va juste te jeter un regard un petit peu comme ça pour te faire comprendre que joue mollo avec moi parce que ça va pas le faire. Et donc, ils vont aller plus vers des femmes un petit peu plus dociles, qui sont un petit peu plus dépendantes affectivement parlant, et qui vont faire tout ce que le gars veut. Donc là, ils vont se sentir coq parce que la meuf en face, elle est tellement dépendante qu'elle va le laisser faire ce qu'il veut. Tandis que de là où ils sortent, la meuf, elle était tellement indépendante qu'ils n'allaient pas faire grand-chose. Donc ils vont aller vers la facilité. Et la plupart du temps, ce genre de femmes-là se retrouvent très souvent seules parce que pour trouver un gars qui corresponde à ses idéaux, à son fonctionnement, je dis pas que ça n'existe pas, ça existe, parce que moi je ne veux pas fustiger tous les mecs en disant que ce sont tous des salauds et en disant que toutes les meufs sont toutes des connes. C'est vraiment, il y en a partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Chacun a droit à son degré de connardise, comme disait ma mère. Donc oui, je pense que oui, la femme, au bout d'un moment, si elle n'est pas... je ne vais pas dire épaulée parce que je refuse de dire qu'une femme doit être épaulée par un mec. C'est une équipe, quoi. Voilà, merci. J'aime pas le fait qu'on dise que... Ah mais regarde-la, elle là un peu, non, ou voilà, c'est une femme, tu vas l'aider dans les travaux. Non, t'as pas besoin de m'aider. Viens, on bosse ensemble. Mais t'as pas besoin de m'aider parce que, ça va être trop lourd. Non, c'est... ça, c'est l'électricité. Demande parce que lui, c'est le gars, il peut le faire. Non, toi aussi, tu peux le faire, meuf. Tu vois? Et j'aime pas cette idée de devoir dépendre d'un mec parce que c'est le gars de la maison, donc il peut faire des choses. Ma mère, elle pouvait monter une étagère toute seule, elle pouvait faire ses fringues toute seule, elle pouvait faire les travaux de la maison toute seule, elle n'a pas eu besoin de mon père pour ça. Mon père, de son côté, il voyait un meuble qui lui plaisait dans un magasin, comme il a une mémoire photographique, il allait acheter ses planches et il faisait son meuble tout seul. Mes parents sont deux démerdes. Des démerdards, c'est comme ça que je dis, quand t'es quelqu'un qui arrive à se démerder. Je suis fille de démerdards et démerdardes. Donc forcément, j'ai hérité des deux, en fait. Donc forcément, moi, j'ai pas la même approche des couples et de la vision qu'on se fait de l'homme et de la femme dans une maison. Tu vois, personnellement, l'homme, s'il est là, c'est parce que j'ai envie d'être avec lui, pas parce que j'ai besoin de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai une mentalité assez radicale à ce niveau-là. Donc l'homme, la femme plus forte, je peux pas m'estimer plus forte que l'homme, dans le sens où l'homme, je le vois pas comme un concurrent, je le vois comme une addition à mon bonheur, pas un complément. Si tu es là, c'est parce que tu vas ajouter à mon bonheur que je me suis déjà faite toute seule, tu vois. Mais la femme plus forte, dans une cellule familiale qui est déjà chancelante, ouais, la femme elle va être plus forte parce que l'homme il est parti, ou parce que l'homme il est là et qui ne sert pas à grand chose dans la cellule familiale, ou alors il pourrait servir à quelque chose, mais il y a peut-être aussi une question d'orgueil, de manque de communication, de tout ça. C'est plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, en fait. Donc c'est assez complexe, c'est assez difficile de répondre cash à cette question-là. Ça dépend vraiment, chaque profil, chaque famille, ça dépend, en fait. Voilà. Sur ces mots magnifiques, là tu m'as interpellé. Ah bon? La nuance entre si j'ai besoin d'un homme, c'est parce que j'ai envie d'être avec lui, ouais. Et j'ai pas forcément besoin de lui, c'est magnifique. Et tout ce que tu as dit à la fin, même tout ce que tu dis depuis le départ, magnifique. Donc, merci. Je t'ai bien, comme tu disais, je t'ai bien... Tu m'as bien cerné. Je t'ai bien cerné, je t'ai bien repéré sur les réseaux. Tu m'as eu, mec. Je dis, elle là, au même titre, voilà, ta technique est la mienne. Ouais, c'est parfait. Ton pied, mon pied, comme on dit.
Mais franchement, j'ai kiffé. Franchement. Ah, mais je te kiffe, moi. Merci. Merci, je te kiffe aussi, vraiment. T'es magnifique. Et pas que de l'extérieur. T'es magnifique. Merci, t'es gentil. Merci à Boubacar. Merci à toi. Et cet entretien est magnifique. Ok, c'est moi qui te remercie pour ta confiance. Voilà. Ah, mais je savais, j'ai senti. D'ailleurs, Ah, ça recommence, je parle mes moyens. Mais il faut, mais on est là comme ça. T'inquiète, je te parle, mais j'ai des émotions aussi. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, je me sens moins seule. C'est bon. On est ensemble, t'inquiète pas. J'ai des frissons quand je te parle. Mais voilà. je peux pas te les montrer là. Ah, je vois. Ça frissonne, là, tu vois. Non, c'était terrible. Mais t'es magnifique et reste comme t'es. Merci, c'est gentil. Waouh. Ah, vas-y, coupe. Ah, c'est sadique, putain, c'est pas possible. Ah, merci. Merci à toi. Merci.